Allez, salut, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque samedi pour un Et Zogma. À quoi tu joues? Cette fois-ci, on va parler de Earth, on va parler de Twin Stars, on va parler de Sawari et on va parler de l'édition collector de Welcome. Vous avez vu jeudi la vidéo sur Obsession. Je vous disais que j'allais vous parler ce week-end de Obsession avec ses extensions. J'ai pas eu le temps finalement de jouer aux extensions, donc on en parlera samedi prochain. C'est promis. En tout cas là, si Obsession, le jeu de base vous intéresse, allez voir la vidéo et allez voir mon avis sur le jeu. Et puis nous, on va commencer, allez, par la boîte qui prend le plus de place. On va commencer par Earth. Un jeu, le premier jeu de Maxime Tardif, un jeu édité par Lucky Duck Games, un jeu présenté par Connor McGoey, parce que oui, ce ne sont pas des illustrations, ce sont des photos. Ce sont des vraies photos, hein, c'est pas une intelligence artificielle, de différents endroits sur la planète. Earth, ça fait beaucoup de bruit à sa sortie. Moi, je n'y avais pas tout de suite joué parce qu'il manquait sur les cartes climat les petites icônes pour finalement la météo. Et je m'étais dit que on va attendre d'avoir les cartes, le rectificata, ce qui est arrivé, je pense, en début d'été. Et puis finalement, j'avais d'autres priorités. Et comme Earth est dans les nominés pour le Robinson d'Or, hein, ce prix pour récompenser meilleur jeu solo dans le 2023. Et comme je suis dans le jury, je me suis dit, il faut que je travaille un peu. C'est le seul jeu que je n'avais pas joué, donc on va jouer à Earth. J'avais essayé déjà il y a 2-3 semaines, et puis j'avais trouvé les règles un petit peu mal écrites, je ne comprenais pas grand-chose. Et j'ai réessayé depuis 3-4 jours, et en fait, clairement pas. Les règles étaient très bien écrites, je vais être fatigué. J'ai pas mal dit à ceux à qui je parlais en privé que c'était des règles mal formulées. En fait, non, pas du tout. J'ai même pas fini les règles parce que ça m'a semblé limpide, et j'ai tout de suite compris la fin de l'iconographie, etc. Donc, j'ai même pas fini toutes les règles pour comprendre le jeu. Earth, c'est un jeu finalement, un mélange de Wingspan et un mélange de tableau building, c'est-à-dire, d'ailleurs Wingspan est aussi un tableau building. On va avoir un objectif de créer une grille de 4 par 4 cartes. Ces cartes, ce sont des cartes qui vont nous permettre d'avoir des points de victoire. Ces cartes vont avoir des cases, potentiellement, on va pouvoir ajouter des germes. Des germes, ce sont des petits cubes qui vont nous permettre d'avoir des points de victoire. Ces cartes vont avoir une partie avec une zone de croissance sur lesquelles on va pouvoir mettre des petits morceaux de tronc et ensuite une canopée. Ça va nous rapporter des points de victoire. Mais surtout, il va y avoir très souvent une capacité d'une certaine couleur. Et en fait, à chaque tour, vous ne jouez pas une carte, vous jouez une des 4 actions possibles. Vous pouvez faire l'action verte, qui va être de planter jusqu'à 2 fleurs de cartes de votre main dans votre zone. Bien sûr, il faut dépenser la terre, qui sont des petits tokens que vous pourrez récupérer, et vous pourrez en jouer 2, que vous allez pouvoir répartir dans votre grille. Je simplifie un petit peu les règles, mais une fois que vous avez fait l'action verte, vous pourrez récupérer tous les bonus des capacités vertes qui sont sur les cartes que vous avez posées. Vous pouvez faire l'action rouge. L'action rouge, ça permet justement de récupérer de la terre pour vos futures actions. Et juste après, vous activez toutes les capacités rouges de votre zone. L'action bleue, ça va vous permettre de récupérer des germes. Et ensuite d'activer toutes les capacités bleues. Et l'action jaune va être surtout sur la croissance, piocher, etc. Mais surtout pour la croissance. Et ensuite d'activer les capacités jaunes. Et quand vous faites votre capacité et que vous activez vos capacités jaunes ensuite, eh bien, les autres adversaires vont pouvoir aussi activer les capacités jaunes de leur zone. Et donc c'est ça finalement qui fait le côté Wingspan, c'est que quand vous mettez sur Wingspan une carte dans la zone du fleuve par exemple, après vous activez tous les fleuves. Là c'est pareil, il y aura cette sensation de combo, vos premières actions ne vont pas enchaîner beaucoup de cascades, entraîner beaucoup de cascades parce que vous n'aurez pas de cartes, mais au plus vous aurez des cartes, au plus quand vous ferez une action jaune, plus vous aurez de bonus validés. Vous allez faire ça finalement jusqu'à ce que le premier ait terminé son plateau de 16. En solo, ça va jouer de manière un petit peu différente parce qu'on va jouer contre Gaïa, qui n'aura pas sa vraie zone de jeu, mais qui aura un petit plateau sur le côté, qui va elle aussi marquer des points pour ses canopées, pour ses germes, pour son engrais, mais qui aura surtout un petit paquet de 6 cartes que vous allez jouer 2 fois. Vous ferez 12 tours en solo, donc je pense que la partie est peut-être un peu plus courte qu'en multijoueur, et vous avez différents niveaux de difficulté, mais surtout Gaïa va toujours récupérer des points en fonction de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez devoir des fois faire un coup un peu suboptimal pour l'empêcher d'avoir trop de points. Notamment, il y a certaines actions qui vous permettent de piocher des cartes et d'en choisir une. Toutes les autres cartes que vous ne prenez pas, c'est Gaïa qui les récupère et qui marque des points. Donc peut-être que s'il y a une carte à 10 points là-dedans, même si son action ne vous intéresse pas trop, vous allez la prendre pour éviter de lui donner 10 points. C'est un jeu qui marche très bien.
C'est un jeu qui est plaisant, c'est un jeu avec une belle marge de progression, c'est un jeu avec plein de cartes scoring différents, plein de cartes au départ, vous faites une mise en place où vous avez 4 scoring de fin de partie, 4 objectifs de cours de partie, 2 scoring de fin de partie, vous piochez en plus un scoring de fin de partie, un climat et une île qui va orienter un petit peu votre stratégie en début de partie, et ça en plus vous avez le choix à chaque fois entre 2 cartes, donc il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, beaucoup de combos, c'est un jeu qui est très plaisant. J'ai pas vraiment de gros défauts à lui signaler, à part que peut-être au bout d'un moment, même si toutes les cartes sont uniques, on va quand même rapidement avoir fait le tour des stratégies différentes, parce que finalement, même si les bonus sur les cartes sont pas exactement les mêmes, on ira un peu dans des stratégies X ou Y. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de rejouabilité, hein, bien au contraire, mais c'est pas parce qu'il y a 300 cartes différentes, je dis des bêtises, qu'il y a forcément 300 stratégies différentes. On va avoir quelques grands axes. Mais le jeu est vraiment très sympa. Il y a quand même un bon challenge avec l'automa, c'est vraiment cool. Son seul défaut, c'est que finalement, il y a plein de manipulations. Vous devez placer vos petits cubes sur les cartes. Dès que vous avez bougé une carte sans faire exprès, les cubes vont bouger. Vous allez devoir mettre les troncs l'un sur l'autre, etc. Ça prend un petit peu, ça a tendance à dégringoler, etc. Donc moi, je me suis dit, le jeu est très plaisant, mais c'est un petit peu chiant. Moi, je trouve que c'est un petit peu chiant. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de manipulation. Donc, je vais y jouer sur BGA, parce qu'il est disponible sur BGA. J'ai un compte premium, donc il n'y a pas de souci. Il est jouable en solo. Comme ça, en plus, eh bien, c'est automatisé, vous avez le calcul des scores qui est automatique, vous avez les actions positives, vous avez juste appuyé sur oui si vous le voulez ou non si vous ne le voulez pas, tout est un peu automatisé. Je me suis dit ça va être vachement agréable. Le défaut, c'est que finalement, les scorings et les objectifs de début de partie, vous êtes toujours en train de scroller pour venir, en fait, c'est quoi les cartes, parce que finalement, tout ne rentre pas sur le même écran, sauf si vous avez un écran géant devant les yeux, mais ce n'était pas le cas. Donc moi, finalement, je joue de manière hybride. Je joue sur BGA, j'ai fait 5 de mes 7 parties sur BGA. Par contre, les cartes qui sont tirées au début de la partie, qui vont orienter la partie et nos stratégies, je les prends en réel et je les pose sur ma table. Comme ça, je regarde les cartes que j'ai en main et ma zone de jeu vraiment sur l'écran. Et la partie du bas, où il faut retourner pour aller voir ses objectifs de courte partie, je les ai sur mon bureau. Je peux directement les regarder. Je fais une partie hybride, à moitié du virtuel, à moitié du réel, et ça me plaît beaucoup. J'ai rangé, j'ai pas rangé la boîte puisqu'elle est dans ma main, mais la boîte reste là. J'ai juste laissé le petit paquet de cartes sur le côté de ma table. Comme ça, le soir, je me fais une petite partie. J'ai juste à sortir mes 10 cartes de mise en place, et c'est réglé. Ça permet, je trouve, d'avoir le meilleur de ce jeu. Bien sûr, c'est quand même sympa de le posséder en vrai, mais mettre tous ces petits cubes et puis à chaque tour vous allez en retirer un pour récupérer 2 trucs. Moi je trouve que c'est son principal défaut. Il y a un petit peu trop de manipulation au niveau des différents trucs. Mais c'est un jeu qui est très plaisant, je suis très content d'y avoir joué. Il est dans les nominés du Robinson d'Or et effectivement je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment dans mon top 10 de 20 d'année, mais clairement il n'en est pas loin. C'est vrai que c'est assez plaisant. Ce qui est beaucoup moins plaisant, c'est Twin Stars, le nouveau-né de la gamme des Pixel Series de Matago, un jeu de John Tagmeyer et Mac Mullins, qui apparemment n'est pas illustré parce qu'il n'y a pas de nom dessus. Moi je suis très bon public, vous le savez, maintenant ça va faire 1 an que je fais des vidéos. J'aime beaucoup de jeux, pas pour ça que tous mes jeux sont dans mon top, mais je suis quand même plutôt positif. Moi j'aime découvrir des nouveaux jeux, j'aime changer d'ambiance, etc. Voilà. Donc je suis souvent assez bon public, mais là clairement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui me font ranger une boîte directe. Mais celui-là, il en fait partie, quoi. C'est probablement le pire jeu auquel j'ai joué cette année, et pourtant j'ai joué à plus de 200 jeux cette année. Au départ, c'est un microgame, un button shy aux États-Unis. Sauf qu'il n'est pas arrivé dans la gamme des microgames, il est arrivé dans cette gamme des Pixel Series, qui est un bon point, puisque finalement, ça va avec cette gamme. C'est pixelisé, etc. Et tant mieux que ça ne soit pas un button shy, parce qu'il y a des dés, il y a des tokens, il y a plein de tokens d'ailleurs. Et si ça c'était un button shy, ça vous dirait au début, allez chercher des dés, allez en chercher 4, et ça vous dirait, prenez de quoi avoir des tokens. Prenez les cubes de votre choix, récupérez des pièces de monnaie, etc. Et ça, clairement, ça me gave. Si on te vend un jeu en kit, on ne te le vend pas. Là, au moins, tout est dans la boîte. En plus, du coup, ils en ont profité pour agrandir un peu les cartes, avoir quelques petites extensions, avoir un peu plus de contenu. Donc, c'est plutôt une bonne idée de l'avoir sorti dans cette gamme que au niveau de la gamme des microgames, d'autant plus que finalement, c'est pas si cher. C'est 12 € dans une boutique locale, 10 € sur Internet, donc c'est pas cher. C'est pas cher, mais est-ce que c'est bon? Non, pas du tout. C'est un jeu qui va être difficile à expliquer. Je me tâte à en faire une vidéo, parce que faire une vidéo juste pour vous montrer un jeu nul, est-ce que ça a vraiment d'intérêt? C'est casser du sucre pour casser du sucre. Moi j'ai rien contre monsieur Tagmeyer, quoi. S'il me voit dans la rue, j'ai pas envie qu'il me lance une baigne. Mais clairement ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, on va avoir un scénario un peu balancé comme ça, parce que tous les scénarios, il y a 6 ou 7 scénarios, ils se suivent pas vraiment. En tout cas, j'ai pas trouvé de lien particulier. Un scénario qui va vous dire de mettre une mise en place et qui va vous dire il faut réussir à s'échapper de la prison. Si par contre le garde vous rattrape, c'est perdu. Comment vous avez
comment vous ciblez ça? Vous avez un token sur la case d'avancée, s'il arrive sur la dernière case, c'est sorti. Il y a un token de prison du gardien, s'il arrive sur votre case, c'est terminé. Et vous allez voir 2 personnages et 2 dés, un dé par personnage. Sur ces personnages, il y a les dés d'une valeur de 1 à 6. Il y a souvent la moitié des valeurs qui sont une valeur danger, 2 valeurs qui sont une case un peu positive, et puis la valeur étoile qui est souvent la valeur qui va vous permettre d'avancer dans votre objectif. Et vous avez ça sur vos 2 personnages qui sont répartis de manière différente, mais toujours dans les mêmes proportions. Vous lancez vos 2 dés, vous avez un 1 et un 6, et vous devez placer un 1 sur un de vos personnages et le 6 sur l'autre. Et vous regardez si sur votre personnage de gauche, le 1, ça fait ça, et 6, ça fait ça, vous regardez si c'est un combo. Donc généralement, les combos, c'est d'avoir 2 étoiles ou d'avoir 2 tics, 2 cases vertes, ou alors d'avoir 2 cases danger. Si vous avez 2 dangers, c'est pas de bol, généralement c'est le méchant, le gardien, etc. qui progresse. Si vous avez des trucs positifs, vous faites des trucs positifs. Si vous avez fait un combo, vous reprenez les dés et puis vous relancez, comme ça. Si vous ne faites pas de combo, vous reprenez un des 2 dés, et l'autre dé aura une valeur, vous devrez faire -1. Donc vous allez changer sa valeur et en récupérer un autre et vous allez lancer, etc. Et donc vous allez faire ça jusqu'à ce que soit vous perdiez, soit vous gagnez. C'est probablement pas très clair comme ça quand je vous l'explique. C'est pour ça que je m'attends vraiment à faire une partie pour que vous puissiez vraiment voir ce que c'est, parce que clairement il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur ce jeu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Chanceland. Vous lancez les dés et vous n'avez pas de contrôle. Oui, ils ont des petits pouvoirs spéciaux, oui, il y a des fois des petits combos entre les 2 personnages que vous pouvez faire. Mais globalement, vous êtes totalement dépendant des dés. Donc si vous n'avez pas de bol en 5 minutes, si vous avez perdu. Si vous n'avez pas de bol en 25 minutes, vous avez perdu parce que vous lancez des dés, lancez des dés, lancez des dés. Et il n'y a pas de choses positives ni de choses négatives. Ou si vous avez de la chance, vous gagnez au bout d'un moment. Mais voilà, c'est totalement aléatoire, c'est totalement hasardeux plus qu'aléatoire. Ce qui sont des synonymes, mais dans le côté hasardeux, il y a ce côté un peu péjoratif que j'aime bien pour ce jeu. Ça n'a franchement pas grand intérêt. Donc l'avoir sorti dans cette édition plutôt qu'un microgame, c'est un bon point. Le fait que ça soit pas cher, c'est un bon point. Mais la qualité en elle-même du jeu, pour moi, ça n'apporte pas grand-chose. Pourtant, je suis bon public. Voilà, l'édition collector de Welcome to Your Perfect Home. En vrai, j'y joue depuis le mois d'octobre, puisque ma vidéo Halloween, c'était sur la fiche d'Halloween. Mais je continue d'y jouer régulièrement. Alors clairement, Welcome to Your Perfect Home, c'est un cadeau fait aux fans. Enfin, un cadeau qu'on paie 40 balles. Mais c'est une proposition faite pour les fans de Roll and Write, de Flip and Write, pour les fans du premier épisode. Ça va être une version améliorée du premier Welcome. C'est-à-dire que Welcome a créé une mécanique assez rigolote. C'est que vous n'allez jamais choisir, c'est pas une carte que vous allez tirer qui va vous donner votre action, c'est une association d'une carte et de 2 cartes. Une que vous allez choisir pour sa valeur et l'autre que vous allez choisir pour son action. Et puis vous mettez la valeur dans une des lignes de votre ville. Le but c'est de numéroter les maisons dans la rue en allant de 1 à 15, je crois, j'ai un vieux doute. Et puis une fois que vous avez mis votre numéro, forcément le 1 est avant le 2, qui est avant le 3, qui est avant le 4, donc il va falloir les répartir par ordre, j'allais dire chronologique, mais par ordre, par ordre numérique. Et ensuite, vous faites le bonus, qui peut être d'entourer une piscine, s'il y a une piscine à l'endroit où vous avez mis la maison, qui va être de mettre des clôtures, qui va être d'améliorer le parc de votre rue, etc. Et donc, ça va être tout des scorings différents. C'est ça la particularité, c'est que vous choisissez un combo de cartes, une carte pour sa valeur et une carte pour son action. Et ça, il y a eu plein d'extensions, notamment pendant le confinement, où ils ont créé plein de fiches qui étaient disponibles sur Internet ou alors pour différents événements. Et là, ils ont tout rajouté dans cette boîte collector. Ils ont également maintenant plus des fiches en papier. Forcément, il y a tellement de fiches différentes, de niveaux différents. Je crois qu'il y en a 12 ou un truc comme ça, qu'on ne pourrait pas mettre 50 fiches de chaque. Donc maintenant, ce sont des fiches qui sont effaçables, exactement comme Welcome to the Moon. Et d'ailleurs, le mode solo, qui n'était pas vraiment un mode solo tout au départ, c'était juste un beat your own score, ce qui n'était finalement pas très intéressant, Alexis Allard, dans Welcome to the Moon, a créé cet automat qui fait que maintenant vous tirez 3 cartes. Une carte, vous la prenez pour le numéro, une carte, vous la prenez pour son action, et l'autre, vous la laissez pour l'automa, sachant qu'il y a plusieurs automas avec plusieurs niveaux de difficulté. On saura dès le départ quelles sont les cartes qui vont lui rapporter plus ou moins de points. Donc peut-être que certains automas, on va un peu moins laisser certains types de cartes pour les garder, même si ça ne nous arrange pas trop, mais on sait que s'il lui laisse, il va scorer plein pot. Et ça, c'est vachement cool. Ils ont pris finalement le meilleur de Welcome to the Moon pour améliorer Welcome to Your Perfect Home avec maintenant plein de fiches différentes. Les fiches sont globalement identiques, il y a juste un petit gimmick qui change, déjà le design et puis certains objectifs et puis un tout petit bonus. Ça ne va pas révolutionner le genre, mais ça va faire fluctuer un peu les parties, ce qui font que ce sont des parties qui sont plaisantes, c'est plaisant de découvrir les nouvelles fiches. Après, clairement,
Si vous deviez en acheter qu'un, achetez Welcome to the Moon, parce que dans Welcome to the Moon, vous avez 8 fiches différentes avec un gameplay différent. On est toujours sur du flip and write, on est toujours avec cette association-là, mais vraiment les règles de chaque fiche vont être bien différentes. Ça ne va pas être des rues qu'on va numéroter. Ah, déjà parce que c'est pas le même jeu, mais les 8 fiches vont vraiment vous donner l'impression d'avoir 8 flip and write différents. Là où c'est pas le cas, vous aurez 12 fois le même avec une petite variation. Donc clairement, en plus dans Welcome to the Moon, il y a oui, une campagne, même si moi je ne l'ai jamais faite, ça il n'y a pas. Donc si vous deviez en acheter qu'un seul, Welcome to the Moon est supérieur, mais si vous aimez la gamme, eh bien ils ont pris le meilleur de Welcome to the Moon pour améliorer Welcome to Your Perfect Home. Vous avez une édition de luxe avec toutes les fiches possibles, donc vraiment, si vous êtes fan du genre, c'est un achat conseillé, je dirais pas indispensable. Si finalement vous voulez juste un jeu de chaque genre dans votre ludothèque, eh ben, achetez préférentiellement Welcome to the Moon, ça ira dans les poches du même auteur. Je ne sais pas si c'est le même illustrateur, mais en tout cas du même auteur et du même éditeur, donc ça ne fera de mal à personne. Et puis enfin, on va parler de Sawari. Alors je vous avais dit au départ que la vidéo devait sortir jeudi dernier. Comme d'habitude, j'ai tourné la vidéo et j'ai oublié d'activer le son de mon micro-cravate. Du coup, j'ai retourné une partie dans la foulée, mais j'ai plus eu le temps de faire le montage avant la sortie jeudi soir, donc ce n'est que partie remise, elle sortira demain à midi ou en fin d'après-midi, je sais pas, mais en tout cas là elle est prête, il y a juste à appuyer sur le bouton mettre en ligne. Donc Sawari, les Maîtres du désert, c'est le premier jeu de l'éditeur Joudini Édition, le premier jeu de Arnaud Chablos et illustré par Miguel Coimbra, lui c'est pas son premier jeu. C'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur parce que je l'ai contacté il y a quelques semaines, parce que c'est un jeu qui me faisait de l'œil. Je l'avais découvert il y a quelques mois dans les streams de Théo Rivière où il teste des protos, et l'idée m'avait beaucoup plu parce que ça ressemblait finalement à un prototype que je travaillais un petit peu en parallèle, qui était un jeu où ça reprend un peu la même idée. On était dans un désert et puis on va pouvoir associer des cartes. Parce que, bon, on va tout de suite parler du jeu, ça sera plus facile. Dans ce jeu, vous allez avoir un plateau de tuiles avec des dromadaires, certains qui seront les vôtres, d'ailleurs ce sont des chameaux, certains qui seront les chameaux de vos adversaires ou de la guilde des marchands, parce qu'on va justement se battre pour avoir la réputation, la meilleure réputation pour prendre la tête de la guilde des marchands, et donc justement nous on va affronter son chef. Le jeu est très simple, vous faites un déplacement, vous prenez votre chameau et vous le déplacez sur une case orthogonalement pas forcément adjacente, mais la première sur la direction qui s'arrête jusqu'à une ressource. C'est-à-dire que si la case à côté de vous est vide, que c'est un désert, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous êtes obligé de passer jusqu'à la prochaine case avec quelque chose. Et vous prenez une de ces ressources. Ces ressources, ça peut être un petit token avec des points de victoire, ça peut être un petit token avec des petites actions, comme des téléportations, comme des attaques pour voler des ressources aux autres, différents petits bonus ou justement l'espionnage pour aller regarder sous d'autres tokens s'il y a des bonus ou des malus. Ça peut être des artefacts, les artefacts qui vont être finalement la ressource pour activer nos pouvoirs, pour activer nos cartes, et ça va être le cœur du jeu aussi, des soldats, des recrues. Ces recrues, si vous les récupérez, vous les mettez sur votre petit plateau, ça va vous permettre, si vous les défaussez, d'activer des pouvoirs pour justement aller se téléporter ou espionner, mais surtout ça va vous permettre de récupérer une carte sur la rivière. Ces cartes, elles sont finalement ce sont des demi-cartes. Les cartes sont pleines, mais de chaque côté, vous avez une demi-action, un demi-losange coupé en deux. Si vous associez deux cartes, vous remplissez, vous finissez un carré, vous créez ce losange, et si vous mettez un artefact dessus, au moment où vous réunissez les deux cartes, la magie s'opère, puisque vous allez pouvoir récupérer les deux bonus. Une carte seule, ça ne fait rien, parce que vous n'avez qu'un demi-losange, vous mettez une deuxième carte, bam, double losange, si vous avez la ressource pour l'activer, cet artefact. Vous allez récupérer justement ça, qui va vous permettre d'aller récupérer d'autres cartes, qui va vous permettre d'aller récupérer des tokens, qui va vous permettre de récupérer des points de victoire, qui va vous permettre d'avoir des scorings de fin de partie. On peut vraiment comboter, placer un cube ici pour récupérer une autre carte, on met la carte juste là qui va vous permettre d'aller récupérer un token, ce token là va vous permettre d'avoir une action de téléportation. On peut des fois enchaîner plusieurs tours, et ça va être ça vraiment le sel du jeu, ça va être d'améliorer notre tableau pour finalement créer les meilleures associations de cartes, les meilleurs bonus possibles. Et ça c'est assez malin, c'est cette mécanique que j'avais aussi dans mon idée de jeu, et c'est une mécanique que moi j'aime bien, que j'avais vue sur Ibris pour les combats, qu'on retrouve aussi il n'y a pas très longtemps dans After Us, enfin maintenant ça date du mois de mars, mois d'avril, mais c'est très plaisant, et il n'y a pas assez de jeux je trouve avec cette mécanique. Alors je pense que vu qu'il y en a déjà 3 cette année, ça va commencer à se développer petit à petit, et peut-être que ça deviendra quelque chose d'assez classique, mais on est toujours dans les premiers jeux, on est toujours dans les précurseurs, et moi je trouve que cette mécanique est très intéressante, en plus il y a une bonne idée de combo. Après clairement, c'est un jeu qui est accessible, c'est écrit 10 ans et plus, et oui, il ne faut pas le voir comme un jeu tactique, un jeu stratégique, un jeu d'échecs, parce qu'on peut se bloquer, on peut mettre
les chameaux de manière à ce qu'on s'empêche de se déplacer, parce qu'on ne peut pas traverser un chameau, on n'est pas des fantômes, s'il y a un chameau devant nous, bam, on se tape la tête, on n'avance pas. Donc il y a un petit côté comme ça qui pourrait faire croire que c'est un jeu avec une forte stratégie. Pas vraiment, c'est un jeu qui est vraiment plutôt familial. Ça peut décevoir certaines personnes. Ça m'a un petit peu troublé à la fin de ma première partie, mais non, il faut le voir plutôt comme un jeu où on va récupérer des ressources pour récupérer ses cartes, et le gros du jeu se fait finalement sur le pool de cartes qu'on va mettre en place et si on va réussir à les activer. Le mode solo se joue très bien. Le mode solo, finalement, on va jouer que contre la guilde des marchands. Donc il y aura 4 dromadaires, 4 chameaux adverses qui vont essayer de nous bloquer. On va tirer un petit paquet de cartes qui va nous dire quel chameau on va utiliser et quel déplacement il va utiliser. Le point négatif, c'est que même si les règles sont assez simples, la gestion du chameau adverse n'est pas toujours très claire. Les exemples dans le livre de règles sont très clairs, mais si vous lisez juste le texte, vous allez faire un petit peu ouais, je suis pas sûr. Après quelques parties, on comprend, mais au départ, ça peut être un peu troublant, ça manque de clarté. En plus, il y a quelques bonus qui ne sont pas expliqués très clairement. Certes, la réponse, parce que j'ai demandé à l'éditeur, était ce que j'avais prévu, était finalement assez claire, mais j'aurais préféré qu'il y ait quelques petits détails de règles qui soient un peu plus clairs pour que je n'ai pas l'impression de faire de misplay, d'autant plus que moi je sais qu'après il y a une vidéo qui sort, donc s'il y a trop de misplay, après je me fais taper sur les doigts, même s'il y en a toujours. Et puis finalement, même si je vous dis que cette gestion de blocage, elle n'est pas si impactante, j'ai l'impression, dans le jeu, lui, il va tout faire pour vous bloquer. Il n'arrivera pas trop à vous bloquer, parce que vous avez toujours des manières de vous déplacer, vous pouvez toujours défausser des recrues pour vous téléporter, vous avez toujours récupéré. Vous avez 2 chameaux, donc sauf si vous les laissez coller côte à côte, vous arrivez toujours à en déplacer un. Donc lui, il va tout faire pour vous bloquer, mais il ne va pas spécialement réussir. Donc finalement, est-ce que ce blocage est si intéressant que ça? Mais surtout, moi, si on bloque, j'ai aussi envie de pouvoir bloquer l'adversaire. Et finalement, pour l'adversaire, je vais avoir assez peu de possibilités de lui bloquer ses actions parce qu'il aura vraiment un déplacement qui sera totalement aléatoire. Ça va être des grosses boucles comme ça, il va s'arrêter dès qu'il y a la première ressource disponible qui correspond à la carte, ou il va faire un déplacement comme ça, etc. Sur la gestion de la stratégie de l'adversaire, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment un gros contrôle. On va surtout rusher les ressources qui nous intéressent pour pas manquer de ressources en fin de partie, mais voilà, on me bloque, on n'y arrive pas trop, mais je ne peux pas bloquer. Ceci dit, c'est un jeu quand même où j'ai plutôt un bon avis sur le jeu, c'est quand même plutôt plaisant, c'est un jeu assez simple d'accès, c'est un jeu avec une mécanique que j'aime bien, c'est un jeu qui se passe quand même plutôt bien en solo, hein. Le scoring à la fin est toujours assez serré, ça se joue à 1 ou 2 points près, c'est assez tendu, en tout cas en mode normal, je ne joue pas encore en mode difficile, donc ça marche bien, mais il ne faut pas le prendre comme un jeu expert, il faut le prendre plutôt comme un jeu familial. Donc voilà pour mon avis sur Sawari, ça reste un jeu plutôt familial, hein. Il faut bien le prendre en compte, il ne faut pas partir sur un jeu, j'adore les jeux de stratégie, je vais prendre ça, non, c'est assez familial, il faut vraiment se le dire quand on achète le jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 4 jeux, si vous avez déjà pu jouer à certains, notamment j'imagine que vous avez tous joué à Hearth déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si les jeux vous intéressent, il y a des petits liens affiliés en description, hein, comme toujours. Et puis, alors cette semaine, j'ai déjà préparé le planning, normalement s'il n'y a pas de changement, dimanche c'est Obsession, mardi ça sera Motu, et jeudi, est-ce que ça sera Twin Stars ou pas? On verra bien. Si c'est pas Twin Stars, ça sera la version, la vidéo sur Salade de Points que j'ai tournée maintenant il y a 2 mois, mais que j'ai toujours pas uploadé parce qu'il y a des jeux plus urgents à mettre en ligne. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.